Vendredi 27 juin 2019, mesdames et messieurs, avant-dernier soleil de la matinale. Merci de choisir RT1 pour vous réveiller avec, bien sûr, aujourd'hui, la santé qui va s'articuler autour de ce conducteur presque final avec l'audition, la perte d'audition. C'est un phénomène qui arrive généralement quand on avance en âge, mais pas que. Attendez, il y a des spécificités. On va vraiment avoir le contour de cela avec le professeur Brahima Fatayo. Il est professeur titulaire en médecine spécialité ORL et chirurgie cervico-faciale. Il sera avec nous pour cette émission. On va en parler. Ce sera aux alentours de 7h06 dans le volet de la thématique. Sinon, tout va bien, tranquille. On se lève avec beaucoup de sérénité. Et puis, c'est Soro Félicité Sinediawa qui pilote ce gros bolide de la matinale qui va bientôt atterrir avec comme chef de cabine Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonjour, ça va? Ça va. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Et vous me recevez? Je vous reçois. Sinon, le médecin, dans quelques instants, le professeur, va nous donner toutes les indications pour mieux se percevoir les uns les autres. À côté de cette thématique, on aura un autre docteur qui parle de notre santé, de notre bien-être, de notre esprit. Bien sûr, c'est le docteur Aka Félix, naturothérapeute, avec qui on essaiera de savoir les secrets pour une bonne longévité. Voilà, tout d'autres cieux, hein, la longévité atteint des seuils assez impressionnants. Malheureusement, chez nous, c'est assez réduit. On aura bien sûr avec lui quelques informations pour pouvoir rester dans une ligne médiane assez acceptable. L'espérance de vie assez basse ici, oui. à 50 et quelques années. Hein, en Mongolie, on parle pour de les 100 femmes. ans. Alors qu'en Mongolie, on va jusqu'à 90, 92. Ouais. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Dieu merci, la science évolue, mais il faut garder les fondamentaux. Marcher, bien dormir, avoir une activité, ne pas passer son temps avec la fameuse télécommande. Oui, parce que la télécommande, le téléphone, tout ça, ça nous permet ça nous empêche de bouger un maximum. Mais dans le conducteur, aujourd'hui, on va bouger parce que Cédric est là. Cédric Lombardo, l'un de nos meilleurs consultants depuis 2016, avec nous, passionnés d'environnement. Il nous parlera de transport et l'adéquation avec l'environnement et le développement durable. Bien sûr, Alix. Évidemment, Cédric Lombardo, on le recevra aux alentours de 6h39. Avant lui, on aura Régis Kofi pour l'intégralité du journal de cette matinale. Donc, et vous l'aurez compris, hein, avec tous les intervenants, on a des échanges au masculin avec le coach Chéri Nyamke qui, Dieu merci, s'occupe aujourd'hui des femmes. Ah ouais? Oui, spéciale femme. Spéciale femme? Ah, le malin, il veut voir il veut partir avec la bénédiction de la gente féminine. Comprenez-le. Oui, coach Chéri Nyamke, oui. Et puis il est très apprécié de la gente féminine. Il vous a copié hier. Ah bon? Comment avec ça? Tous les bisous que vous avez distribués, là, il s'est dit, bon, aujourd'hui, c'est mon tour. Bah oui, c'est open bar hein, pour les bisous. C'est open bar pour les bisous. C'est ce qu'on a vu. Ça va vous manquer, hein, tout ça, ça va vous manquer? Oh oui, quand même, la routine, parce que ça fait partie de la vie. Hein. 8 mois et demi à faire la même chose tout le temps, c'est clair que ça va manquer. Mais au bout d'un moment, on va devoir laisser ça de côté et puis s'occuper un peu de la famille, de vous. Et vous? Pardon? Et vous? Ça va manquer tout ça? Joker. Allez, il est 5h58, Alix, quelques infos pour des anniversaires de personnalités d'ici d'ailleurs. Eh oui, il y a des anniversaires pour ce 27 juillet, mais avant pour le non-calendaire du jour. C'est Saint-Fernand qui est célébré, notamment Fernand Dédé hier, un grand frère qui célébrait vraiment un an de plus hier. On l'appelle le général, le général 5 étoiles. Fernand Tagro Dédé, le digne fils de Balouzon, à qui une fois de plus nous aimerions adresser un joyeux anniversaire, notre annuel de plus chaleureux. C'est un passionné donc de journalisme, de faits, de l'objectivité. C'est un grand plaisir. Donc, un analyste pointu. C'est un grand plaisir de marcher donc, dans ses pas. Nous lui présentons ce matin nos salutations les plus ajustées, grand frère. Eh oui, et donc au titre des anniversaires de ce jour, on a un 27 juin 1966, J.J. Abrams, né Frederick Jacob Abrams à New York, États-Unis, qui est un scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain de télévision et de cinéma. Vous pouvez reprendre le nom, j'aime bien. J.J. Abrams, né Jeffrey Jacob Abrams à New York. Oh là là. C'est bon?
Oui, c'est bon. D'accord. J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. 5h59, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a à vous souhaiter ce matin? Un bon réveil. J'espère que ça se passe bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Surtout qu'il pleut pas mal actuellement sur Abidjan. De quoi il y a un ami qui me disait hier, c'est un climat de réconciliation des couples. Je ne sais pas de quoi il voulait parler par là. Moi, je lui ai demandé comme ça. Il m'a dit que c'est un. Voilà quoi. Bon, il fait frais. Ça fait économiser la climatisation. Par contre, il y a une expression on dit il ne faut pas tuer de cabri parce qu'il faut toujours chauffer de l'eau. Vous connaissez? Non, Tu es cabri, tu es cabri. Quand on ne se lave pas le matin, ça, tu es cabri. On ne se lave pas avant de dormir. Non, mais il faut se laver. Oui, il faut prendre des bains régulièrement. C'est très, très important. On a l'impression que c'est l'hiver. Il fait frais, extrêmement froid. Non, mais il faut se laver. Il faut se laver. Et puis, les conseils pour les enfants et même les personnes âgées, pour tout le monde, se masser la poitrine, le dos, la plante des pieds, pour les personnes asthmatiques ou bien qui souffrent de rhumatisme, tout ça. On va profiter de la présence du docteur Aka tout à l'heure pour lui demander certains conseils d'usage parce que cette physionomie météorologique-là risque de durer. Merci d'être à Matin Bonheur, merci d'être à Matin Couleur, merci d'être à Matin Fitness. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, session spéciale pour les dames qui cherchent à enlever la culotte de cheval, qui cherchent à raffermir leurs jambes. Les hommes aussi peuvent faire ces 5 minutes d'entraînement, mais spécial pour les femmes aujourd'hui, on met l'accent sur vous, on ne pense pas souvent à vous, faut vraiment, et la fête des mères vient de passer, il faut vraiment penser à vous. On va aller avec 6 exercices très efficaces, un exercice cardio combiné à chaque fois avec un exercice pour les fessiers. On va aller très rapidement, on commence dès maintenant avec le jumping jacks. Qu'est-ce que c'est que le jumping jacks? C'est ce petit mouvement très simple, on va faire 20 répétitions et commencer la session. Donc vous me suivez dans 5, 4, 3, 2, 1, on colle les pieds, on écarte et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On va aller au sol. Pour le premier exercice pour les fessiers, on va poser un coup au sol. D'accord, l'autre bras tendu. L'autre jambe, la jambe opposée, le bras tendu est tendu. Pareil. On lève la jambe et on redescend pour 20 répétitions par côté. 5, 4, 3, 2, 1, on se concentre. 1, on descend et on remonte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de côté directement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, vous devez avoir les fessiers en feu. On continue avec le jumping jacks. On va changer juste la position des bras et continuer le mouvement pour 20 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 répétitions de fente arrière croisée pour travailler les fessiers. Toujours. On va joindre la main. Envoyer la jambe derrière, une jambe derrière et la croiser derrière l'autre jambe. Donc on croise, on se redresse et on change de côté pour 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On croise et on part loin derrière. 7. On fléchit les deux jambes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la dernière répétition. Parfait, on va repartir pour la jumping jacks une dernière fois avant d'entamer le dernier exercice. 5, 4, 3, les mains ici, 2, 1, on pousse et on écarte les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'oubliez pas de respirer. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parfait. Dernier exercice pour vous, mesdames et messieurs. La planche sur le côté avec la jambe tendue. Donc je place bien ma serviette. Je pose mon coude au sol sur ma serviette. Je vais monter le bassin, bloquer, fléchir la jambe qui est en bas et tendre cette jambe-là sans bouger pour tonifier mes deux fessiers. Allez, 1 pour 20 secondes, 2, 3, 4, 5, 6. On maintient la position. 8, dos bien droit, le corps aligné. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de côté directement sans perdre de temps. 5, 4, 3, 2, 1. La même position. On monte le bassin, on tend la jambe. 1, 2, ça va bouger, mais vous devez tenir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parfait. J'espère que comme moi, vous avez les fessiers en feu, que vous avez bien travaillé vos jambes, la partie au niveau des fessiers, que vous avez bien senti les exercices. N'hésitez pas à les refaire. Plus vous les ferez, plus vous prendrez l'habitude, plus votre corps va changer. N'hésitez pas à refaire ces exercices chez vous à la maison. Tant que vous avez le temps, allez-y à fond. Je vous souhaite de passer une belle journée. Malheureusement, la saison s'achève et c'est avec un cœur serré que je termine ces petites sessions du matin avec vous parce que j'étais vraiment attaché à vous et ça me faisait vraiment plaisir d'être là. À très bientôt et que Dieu vous garde. Merci infiniment au coach Cyril Niamké. Nous aussi, ça a été un plaisir de partager cette saison avec vous et d'apporter la fraîcheur, l'énergie dès le matin comme ça à nos différents téléspectateurs. On espère qu'on se reverra l'année prochaine. Pourquoi pas? Ceci dit, on parle toujours du bien-être et de maintien, bien sûr, de sa vie dans de bons auspices avec le docteur Aka Félix qui est déjà en plateau avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Alex. Bien réveillé? Bonjour Marcelin. Bonjour. Le réveil, il était bien? Je me réveille toujours du pied droit. Ah bon? Je me lève, Pourquoi je mets cette toujours particularité? Oui, toujours du pied droit. Il faut programmer sa vie comme ça, Alex. Il faut programmer Marcelin sa vie. Depuis 1981, où j'ai commencé à travailler, je programme ma vie avec une certaine constance. Voilà. Donc, c'est des principes que j'applique et je ne suis pas figé sur ces principes. Je les applique. Comme je vous disais tantôt, si je rencontre des personnes qui me disent de manger ceci, je mange cela. Mais je reviens à mes bonnes habitudes. Aujourd'hui, ça fait 8 mois, je n'ai pas touché un morceau de viande et je me porte bien. Wow. Voilà. Comme je vous ai dit, la viande n'est pas la seule source de protéines. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de longévité. Les secrets de la longévité, on parle d'alimentation, du repos, de la marche et du sommeil. Oui. D'abord, définition, c'est quoi la longévité? Parce la longévité, c'est pas seulement ajouter des années à sa vie. C'est des années à sa vie et de la vie aux années. Et de la vie aux années. C'est bien dit ça. Des années à sa vie et de la vie aux années. C'est que la longévité, aujourd'hui, quand on atteint 100 ans, on dit « Ah, c'est un monsieur qui est centenaire. » Ouais. Mais si on va se référer aux livres qu'on peut appeler saints, on voit qu'il y a des patriarches dans la Bible des chrétiens. On voit qu'il y a des patriarches qui dépassaient 700 ans. Oui. 932. 900 ans, Mathusalem. Il y a même une expression française qui dit « c'est vieux comme Mathusalem ». C'est ça. Donc, pour dire quoi? Qu'à cette époque, l'hygiène alimentaire était quand même assez simple, assez naturelle, pas trop de cuisson. Basé sur du cru. Ben Comment? Oui. Basé sur du cru. Ils mangeaient beaucoup de cru. Qui mange cru mange juste. Oui. On va retenir ça pendant les vacances. Hein. Mais oui. On va faire attention à nos assiettes. Alice et moi, on a créé une application Dr Aka. Quand on entend de manger, ça soit elle ou moi, on se dit, ah, ce Dr Aka va dire, on dit, oh, laissez-lui là. On veut manger, on a faim. Je ne suis pas le gendarme de Marcelin, d'Alix. Non, mais si, mais parfois. Dans l'assiette, si. Dans l'assiette, ça a changé nos vies, hein, parce qu'on ne mélange plus poisson et viande, tout ça. Pourvu que ça dure. Je suis bien content que vous ayez commencé la démarche que je propose. Je suis bien content. Vous allez être en bonne santé longtemps. Et donc, quand on parle de longévité, regardez les peuples qui se trouvent du côté du Tibet, les Hunza. Les Hunza vivent plus de 100 ans. Mais quand on regarde leur démarche alimentaire, ce n'est pas ce que nous avons ici.
Là-bas, c'est la frugalité, c'est des fruits secs, c'est des petits morceaux de fromage de chèvre. Et puis, à partir du mois de mai, juin, juillet, ils vont en montagne et à peine touchent-ils quelques fruits secs qu'ils vont manger beaucoup d'ail. Or, on sait que l'ail est un antioxydant de haut niveau. Donc, ils vont manger toute une gousse d'ail. Ils vont manger 2, 3. Et quand ils reviennent, ils sont rajeunis. Donc, chacun choisit de faire ce qu'il veut de son corps. Voilà. Dans les livres, ça, on dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que si tu prends ton corps pour t'amuser, mais demain, quand tu es malade, tu es seul responsable. Personne ne peut s'amuser à dire il faut manger ceci si vous n'avez pas envie de manger cela. Donc, la longévité, elle s'étale sur la manière de concevoir la vie. Donc, l'alimentation saine, avec tous les critères, tous les grands penseurs, tous ceux qui ont émis des idées pour faire avancer l'humanité, on parle aussi d'alimentation. Il fallait se tourner. Même Pythagore, qui est allé en Égypte pour apprendre la connaissance, lorsqu'il est rentré chez lui, comment on appelle, en Grèce, Pythagore a enseigné qu'il ne fallait pas manger de la viande, il fallait tolérer du poisson. Donc c'était déjà les premières habitudes. Ensuite, il y a eu Socrate qui a failli être empoisonné, parce que tout ce même qui a été empoisonné, parce qu'il voulait libérer l'esprit des gens par rapport à la culture qu'il voulait apporter. Voilà, donc il y a comme ça, Hippocrate aussi, qui a fait un slogan, que ton aliment soit ton médicament, et que ton médicament soit ton aliment. Pour dire quoi? Que si on n'introduit pas dans son alimentation des choses saines, on prépare sa maladie rapidement. On prépare sa maladie rapidement. Donc la longévité, elle se prépare. Bon, des petits conseils simples, le matin par exemple, on peut boire un verre d'eau. Comme disait tout à l'heure, vous avez mangé une mangue, c'est bon, c'est un fruit de santé. Une banane, c'est un fruit de santé. La banane, telle que vous l'avez prise, elle agit en grande partie sur le cerveau, à cause du glucose. Voilà. Donc chaque aliment a une destination nutritionnelle. Ça agit sur le cerveau. Donc si vous voulez que votre cerveau soit alerte, dynamique, il faut qu'il y ait toujours des fruits dans votre alimentation. Voilà. Ça apporte le sucre, ça apporte le carburant, le nutriment dont le corps, dont le cerveau a besoin. Mais si vous mangez de la viande tout le temps, ce n'est pas la viande qui nourrit le cerveau. Je suis désolé. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment, des personnes piétinent au niveau de l'élocution, au niveau de la cérébralité. Piétinent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le carburant qu'il faut. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Ensuite, la marche, tout le monde peut marcher. Tout le monde peut marcher 200 mètres, 300 mètres, à l'X, 400 mètres, 500 mètres dans la journée. C'est bon. On peut se reposer aussi. C'est bon. Se reposer ne veut pas dire qu'on doit dormir forcément. On peut se reposer sans dormir. C'est bon. Et puis, on peut se reposer en dormant aussi. C'est bon. La sieste, c'est bonne. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. Voilà. Mais parlons toujours de repos. Hein. L'alimentation, on en a vu depuis vos passages ici, les différentes compositions à faire, à ne pas faire pour avoir une bonne alimentation. Le repos, le sommeil, la qualité du repos détermine tout. Par exemple, là, tout à l'heure, on va sortir. Quand je rentre à mon bureau, je vais prendre 40 minutes pour me reposer. Parce que je me suis levé plus tôt. Je fais la compensation. Voilà. Je fais la compensation. Et puis, quand vous partirez aussi en vacances, par vos moments creux, vous faites une petite pause, c'est comme ça, on se repose un peu. C'est la pause tout le temps. Voilà. Non, c'est ça, pause one way, pause. On ne va pas en vacances pour se déglinguer. Justement, on avait promis hors micro ici, en off, quand on se préparait, vous posez la question, quelle est l'alimentation idéale pour les vacances? Quand on a fait ce genre de, par exemple, un médecin urgentiste qui travaille, un DJ qui travaille la nuit, tenancier ou une tenancière de maquis, ces gens-là qui travaillent en 2 jours, le matin et la nuit. Quand ils vont en vacances, comment ils doivent gérer leur... Ces personnes-là qui travaillent aux heures, je dirais, indues, qui travaillent aux heures entre guillemets, qui ne sont pas les bonnes, devraient avoir une plage alimentaire assez variée. C'est-à-dire? Il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des fruits crus, il faut qu'il y ait des légumes. Et puis ensuite introduire les aliments cuits. Si les personnes introduisent des fruits crus, il faut qu'ils puissent en manger de manière... Par exemple, quelqu'un qui travaille forcément avec les muscles, il a besoin d'aliments de chaleur. Mais pour son cerveau aussi, il a besoin d'aliments comme la banane, qui apportent du bon sucre pour le cerveau et même pour les muscles aussi. Regardez tous les joueurs de tennis qui frappent dans la balle, ils ont toujours un régime de banane à côté. Les cyclistes aussi. Pour récupérer de l'énergie. Ils ne sont pas fatigués et puis ils ont de l'énergie pour pomper dans la balle pendant des heures et des heures. C'est des choses que souvent on ne regarde pas, mais pourtant c'est tellement flagrant. Donc, ces personnes qui vont se retrouver en congé doivent apprendre à rééduquer leur organisme avec une bonne hygiène alimentaire. Par exemple, le matin, se lever, boire un verre d'eau, mettre un peu de jus de gingembre, si on aime le gingembre. Le gingembre, c'est un antioxydant. C'est-à-dire, quand vous prenez un verre de gingembre,
vous allez rajeunir votre organisme. Un booster. Faites une cure d'un mois, vous allez voir qu'on vous dira, mais Marcelin, mais tu as bonne mine. Parce que les éléments commencent à travailler sur toute la structure organique de Marcelin et se reflètent sur la peau. Voilà, donc c'est ça la nutrition. Et donc, si vous introduisez cela, c'est bon. Si vous faites des séquences, pardon, toute la journée aujourd'hui, vous dites manger que des fruits et des légumes, vous faites du bien à votre organisme. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va manger des fruits et des légumes toute la journée et puis être malade. Ce n'est pas possible. Si vous mangez des fruits et des légumes toute la journée, que vous avez une diarrhée, c'est bon parce que les fruits viennent chasser toutes les impuretés. Mais il y a une fringale après, docteur. Après, pendant la nuit, on tourne, mais on... Ah, c'est clair. Moi, Le sommeil est perturbé. Voilà, moi j'ai fait ça un jour, 2 jours. Le 3e jour... C'est bon? C'est bon, mais à 2 h du matin, vous êtes en train de... Manger quelque chose? Mais oui, mais quand c'est comme ça, on mange quoi? Ben justement, Oui, quand il y a c'est les comme petites ça, qu'est-ce qu'on astuces, mange? les biscuits, c'est conseillé, le pain, qu'est-ce qu'il Alice, faut faire? Alice, c'est un moment biscuit là, ça ne rassasie pas. Donc, Ah non, mais il ne faut pas se rassasier, il faut au moins parer au plus urgent. Ben oui. Docteur, j'ai fait 1 jour, 2 jours, que des fruits. J'ai respecté tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas un jour, un quartier libre où on peut manger tout ce qu'on veut. Il y a un quartier libre qui a dit qu'il n'y a pas de quartier libre. Bon, par exemple, une semaine, 7 jours. Oui. À quel moment on décide de faire quartier libre? Au milieu de la semaine, en fin de semaine? On peut, par exemple, manger aujourd'hui des fruits au petit déjeuner, des légumes à midi avec un repas cuit. Le lendemain, on peut faire quartier libre. Puis on jour reprend sur 2. 2 jours après, encore des fruits et légumes, aliments cuits, puis on fait un quartier libre. Il n'y a pas de choses de fixation. Pour moi, tout ce qu'on fait doit être souple. Voilà, il faut arrondir les angles. Si on ne le fait pas, on souffre. Et je vois des personnes qui ont le même âge que moi, qui souffrent dans leur peau, peut-être même dans leur âme, parce que ces personnes-là n'ont pas cette culture que moi j'ai. Et ces personnes-là, quand on fait des comparaisons, on ne doit même pas faire des comparaisons parce qu'on n'est pas né sous le même signe, on n'est pas né dans la même culture. Mais ces personnes-là, à 60 ans, 61 ans, 62 ans, souffrent. Elles sont fatiguées. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les vertus curatives des fruits et des légumes. Elles ne connaissent pas. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Hein. Oui. Les gens sont bercés par des idées reçues. Alors qu'en fait, moi, par exemple, je pense l'amande de cajou, noix de cajou par exemple. Oui. On nous a toujours dit quand on était gamin qu'avec du lait, tout ça. Ce n'est pas la noix de cajou, c'est le fruit juteux qui accroche à la noix de cajou, qui est dangereux quand on le mélange du lait. Mais sinon, la noix de cajou, c'est une protéine. C'est très bon pour le cœur, pour la santé. La noix de cajou est une protéine, c'est bon pour le cœur, comme vous dites. Et l'huile de noix de cajou, est bonne aussi, si les gens en trouvent. Ça ralentit le vieillissement. En Inde, par exemple, les gens viennent chercher ici des noix de cajou en Côte d'Ivoire, en Gambie et tout ça, au Sénégal, au Bénin, ils viennent chercher des noix de cajou pour nourrir certaines populations qui sont végétariennes. Il y a des populations qui ne mangent pas de la viande. En Inde, vous avez vraiment une diversité. Ceux qui mangent de la viande, ceux qui ne mangent pas de la viande et tout ça. Et donc, ces personnes viennent chercher ces noix de cajou, font un repas où il y a des légumes puis des noix de cajou. Puisqu'il y a des protéines dans les noix de cajou, une grosse salade composée avec des noix de cajou, c'est un repas sain, c'est un repas complet. Mais comme on a reçu cette culture de ne pas manger ces choses, de les prendre comme des petites, comment on appelle ça, des collations. Des encarts. Voilà, on prend ça à 15 h, on prend ça à 16 h, il faut mettre quelque chose dans la bouche, des habitudes. Et donc finalement, tous ces aliments qui peuvent nous apporter la santé ont été complètement écartés. Regardez, quand vous marchez dans la rue, là où les gens vendent des fruits, regardez combien de personnes s'arrêtent. Il n'y a pas plus de 3 personnes. Mais le garba... Voilà, allez du côté du garba. Ou bien un peu condiment. Le mixage, il y a du monde là-bas. plusieurs voilà. mais en même temps. Et vous voyez, vous allez voir toutes ces personnes qui vont du côté du garba, comme vous dites, Alix, qui vont là-bas, souvent ce n'est même pas ce repas dont elles ont besoin. Parce que ces personnes vont dans des bureaux. Dans les bureaux, ce n'est pas le garba qu'on doit manger des fruits, le cerveau. Voilà. Mais par rapport à la satiété, c'est là où le problème intervient. On se dit que les fruits ne vont pas nous contenter au niveau du bol alimentaire. On dit en d'autres termes, vous parlez comme les fruits là, ça rassasie pas. Voilà. Très bien. Quelle est la différence entre 1 kg de fruits et 1 kg de viande? Quelle est la différence? C'est le même kilo. C'est le même kilo. Alors, mais la consistance, il y a peut-être... J'ai entendu quelqu'un en régie dire que c'est la viande. 1 kg, c'est 1 kg à litre. C'est 1 kilo? 1 kilo, c'est 1 kilo. 1 kg, c'est 1 kilo. Oui. Moi, donc il faut manger 1 kilo de fruits. Je mange 1 kilo de fruits. Si. Je répartis les bananes, les mangues, les papayes, les oranges. Comme le et panier les qu'on pamplemousses. a là à l'écran. Je répartis cela et je vous assure, je découvre des saveurs explosives, c'est-à-dire des parfums qu'on ne trouve nulle part si ce n'est pas dans les fruits, dans les légumes. Ça, c'est vrai. Oui, vous ne trouverez pas cela. C'est ça là. Il y a des Moi, goûts j'appelle ça, exquis, le jardin d'Éden. On n'a pas des restaurants ici Comment comme à l'extérieur. Ça, c'est. Si, il y a des bars à fruits maintenant de plus en plus. Des bars à fruits vulgarisés, quoi, accessibles à tous, pas élitistes. C'est clair, c'est clair. Voilà, des bars à fruits pour tout le monde, quoi. Il faut cette culture-là des fruits, franchement.
voyez les Ougandais, l'équipe, pour parler de la CAN, par exemple, les Ougandais, l'équipe ougandaise, j'ai suivi l'interview de son leur coach, chef cuisinier du coach de Zap, qui était ancien coach de la SEC d'Abidjan ici, qui disait que tout ce que vous avez dit, les fruits, les légumes, tout ça, un feeling, une heure, les pâtes, c'est vraiment court, c'est millimétré. Oui, un footballeur qui mange du foutou à 14 h, il est lourd à 16 h. Mais c'est clair. Il ne peut pas courir. Ah, mais ça, c'est ce qu'on a, on a vu ça ici. Hein? C'est ce qu'on a vu. On a vu des mises au vert avec Placali. Est-ce que c'est normal? C'est pas possible. Placali Mais le placali, il est léger ou il est condensé? Il est léger, mais tout ce qui accompagne la viande et tout ça n'est pas léger. Placali, sauce Robert. Avec viande de brousse. On a vu des... Mais si, on a vu des mises au vert ici. Marcelin se fait le défenseur des nourritures. Non, il est en train de nourrir son esprit pour le menu du Est-ce qu'un club qui se respecte, qui est engagé en Coupe d'Afrique, peut avoir des femmes qui viennent avec des glacières de Placali et de Djunglé? C'est pas ceux qui supportent les éléphants ou qui supportent les autres équipes sont très bien, il n'y a pas de problème, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ceux qui sont sur le terrain, c'est du pain complet, c'est du riz complet, c'est des pâtes complètes où l'énergie est utilisée correctement par les muscles. Et puis une sauce où il doit y avoir des légumes, même poisson. Mais si vous vous avisez à manger de la loco avant d'aller faire du sport, vous êtes grillé. Parce que l'énergie qui sort, voilà, l'énergie qui sort. Vous avez vu le jeu de mots? Le jeu de mots. En tout cas, si vous mangez de la loco avant d'aller jouer, vous êtes grillé. Vous êtes grillé. Voilà. Et donc, il faut progressivement amener dans l'alimentation des choses qui vont faire plaisir au tube digestif. Regardez par exemple l'huile rouge de nos mamans. Elles sont bonnes. Ces huiles rouges sont bonnes. Pourquoi? Parce que dans l'huile rouge, il y a des antioxydants, il y a des caroténoïdes. Vous mangez de l'huile rouge sur de la tchéké, c'est très bon. Vous mangez de l'huile rouge sur la banane foutou, c'est très bon. Pourquoi? Parce que dans l'huile rouge... la tchéké rouge, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. La tchéké ministre, on avait peur de ça. avec une sauce claire. Pour le cœur. Si je dois défendre, je défendrai ça parce que ça fait partie de nos cultures. Et puis, scientifiquement, c'est prouvé que l'huile rouge est bonne pour la santé. Merci, docteur. Et c'est accompagné avec une soupe assez légère, donc vous très mettez de la digeste. tchéké, vous mettez du riz, vous mettez du foufou. Ça, c'est les traditions à Caen, ça. Vous mettez tout ça, là, du foufou et tout ça. Il y a une soupe à Jacquesville, on appelle Ankwa Kaché. C'est avec du poisson, c'est une soupe. Donc, avec huile rouge, c'est bon. C'est très bon. On ira là-bas le week-end. Merci beaucoup, monsieur. Merci, docteur. Moi, j'aime quand vous faites la promotion des produits locaux. Parce qu'on peut... Vous ne me posez pas la question, donc voilà, si vous me parlez des produits, non, mais si on vous moi demande. ici en Côte d'Ivoire, je vous dirais, ça c'est très bon, ça il faut faire attention, mais ça il faut... Justement, parlons-en. On a une culture gastronomique assez fournie. Question pour un gourmand. Alors, foutou blanc, est-ce que c'est bon? Avec une sauce... Foutou blanc, c'est-à-dire, monsieur l'homme. C'est foutou ignam, on dit. Foutou ignam, pardon. Foutou ignam. Avec de la sauce aubergine. Est-ce que ça c'est bon pour la santé? Oui, la sauce aubergine, c'est des feuilles. C'est des légumes. L'aubergine, c'est un légume. Si, par exemple, je vais être un peu cru, si vous prenez par exemple l'aubergine, que vous écrasez l'aubergine crue, que vous mettez un verre d'eau dessus, que vous buvez dessus, vous commencez à soigner votre estomac puis votre foie. Maintenant, si vous prenez l'aubergine que vous faites cuire en sauce, ça c'est la tradition. Bien sûr. Mais ce que moi je conseille, pendant que vous mangez votre foutou blanc, ignam, foutou blanc ignam, c'est sûr que vous ne faites pas de cuisine. Et que vous mangez votre poisson comme vous dit Jacquesville, si vous introduisez un peu de légumes en tête de repas, c'est encore très bon. C'est encore très bon. Ok. Voilà. Okay. Alex, un autre plat? Du riz blanc, le riz local, avec la sauce à pied et du poisson fumé mâchoiron. On fait du riz local, la sauce à pied et puis du poisson. Il faut mettre des légumes en tête de repas. La sauce est bien dans sa présentation. Il faut mettre des légumes en tête de repas. Puis les légumes, si vous ne pouvez pas manger les légumes coupés hachés avec de l'huile, colza, tournesol, tout ça, faites piler cela, mettez de l'eau, vous buvez, vous avez les vitamines. Okay. En pays bété, loco soukoué. Vous connaissez le loco soukoué? La banane mûre, écrasée dans la soupe en même temps. Oui. Avec elle, on accompagne ça généralement de avec la sauce aux champignons noirs. La sauce aux champignons noirs. Mais voilà une sauce que je conseillerais. Le champignon, c'est des protéines végétales. C'est plus riche que la viande. Dans les champignons que nous avons sur notre terroir, il y a jusqu'à 40% de protéines. Les pleurotes, par exemple. Voilà. Maintenant, quand vous mangez ça avec... et ça, la banane mûre. Le foutou bien éclairé, ça c'est la région d'Agboville, à Zagui, à Nagui et tout ça. Lamé et autres. Je suis allé là-bas, j'ai vu, les gens font un foutou moelleux. C'est-à-dire, le foutou est fait... Sans granulés. Voilà. Quand vous mangez, ça coule. Comme c'était un gâteau, ça passe comme ça. Merci à ma belle-mère. J'ai été très impressionné, oui. Mais ce que j'ai demandé aux gens, c'est d'ajouter un peu plus de légumes dans les sauces.
Les sauces, c'est déjà bien, mais si on le fait avec des champignons, c'est mieux. Justement, parlons du foutou et les légumes, notamment de la région de Lamé, le Biokose. Il y a beaucoup de légumes. C'est que du piment, des oignons, des tomates, ça c'est bon. Tout est bon. Mais c'est cuit. Tout est bon. Ce que je pourrais trop conseiller aux mamans qui font les sauces, c'est de réduire au maximum les intrants, les cubes alimentaires chimiques, de les réduire au maximum. Voilà. Qu'elles mettent des éléments naturels dans les sauces. Vous trouvez dans toutes les grandes surfaces où vous marchez, vous trouvez du girofle, vous trouvez de l'anis vert, vous trouvez de la cannelle. Vous trouvez et notre adjuvant naturel. Des aromates. L'adjuvant, le poisson fermenté. Bon, on peut mettre un peu d'adjuvant, mais moi je ne suis pas pour les choses qui sentent mauvais. Voilà. Ah, et le Voilà. soumbara, Non, mais ça sent mauvais, mais le goût c'est est bon, distillé là. après, Le bien au soumbara sent contraire. mauvais, mais il n'est pas animal, il est végétal. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc quand vous mettez le soumbara dans la sauce, vous aidez votre organisme à ne pas faire de l'hypertension. Ça, c'est connu. D'accord. Voilà. Alors, question de Marielle. Est-ce que cuire les légumes, c'est si mauvais que ça? Est-ce qu'on perd tous les principes actifs? Ou bien il y a une manière de faire Il y a une pour cuisson pas perdre à les principes actifs? Il y a une façon de doser, Bon, une façon la cuisson d'atténuer. déjà va détruire beaucoup de choses, mais va garder. Parce qu'il y a des vitamines qui ne sont pas détruites par la chaleur. Et il y a des protéines aussi qui sont cuites, mais certains éléments ne sont pas détruits par la chaleur. Donc, si ces éléments ne sont pas détruits par la chaleur, c'est conseillé. Nous pouvons que, à chose, comme on l'appelle, cautionner ces choses-là. Mais si vous regardez, si nos mamans prennent 3 heures, 4 heures de temps pour chauffer une sauce, mes amis, je ne sais pas ce qui va rester dedans. Alors, terminons avec la sauce graine. Bon ou pas bon? La sauce graine, la graine est bonne, mais il faut la faire comme font les abourés, le mbeta. Ils appellent ça le mbeta. C'est une sauce qui est à peine cuite. À peine cuite. Mettez du poisson dedans. Et il faut faire une sorte de réforme en introduisant des oignons, en introduisant des carottes, en introduisant d'autres légumes. Ça va sentir encore très bon et ce sera bon pour tout le monde. C'était le mot de fin, mesdames et messieurs, pour cette année avec le docteur Aka Félix. On est revenu sur nos fondamentaux, sur notre terroir. C'est dire qu'on peut bien manger ce qui vient de chez nous, avec ce qu'on a, et respecter la santé, la longévité et puis aussi l'environnement. Voilà. Mot de fin, c'est fini. Je voudrais vous offrir un livre, Alix. Vous donnerez ça à Madame Zelika. D'accord. Ce livre, c'est mon livre, c'est mon ouvrage. Alix, vous trouverez toutes les recettes dont je parle. D'accord. Alix, ça c'est pour vous. Merci, j'ai mis votre nom docteur. dedans. Oh là là, c'est gentil. Merci Marcelin, infiniment. ça c'est pour vous. Et puis vous remettrez ça fidèlement au directeur général de la RTI, M. Fosseni. Vous remettez ça de ma part. Je lui traduis toute ma sympathie. Okay. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Donc, votre santé par hygiène vitale et les médecines naturelles. Allez, voici la bonne littérature. La bonne littérature pour les vacances sur un transat. Ça fait du bien de lire. Ça va inspirer Alors, le menu. votre santé par l'hygiène vitale et les médecines naturelles. Voilà. Vous avez fait la dédicace du DG? J'ai fait la dédicace. Monsieur le pour tout directeur le général. C'est gentil. Merci infiniment. C'est moi qui vous Merci, remercie. docteur. Je voudrais traduire toute ma sympathie fraternelle. Quand je suis arrivé ici, au début, je vous ai senti un peu crispé quand nous avons commencé les émissions. Je vous sentais un peu crispé, puis après, j'ai senti que vous avez commencé par vous mettre à l'aise parce que vous dites... C'est parce qu'on a bien mangé après ce que vous avez dit. C'est ça qui a fait. Mais vous avez oublié le livre de la réalisatrice. Des réalisatrices. Non, Madame Zelika? Non, c'est la rédactrice en chef. Mais non, moi j'ai donné à Madame Zelika. Ah, d'accord. Maintenant, la réalisatrice, il faut que vous me la présentez. Oui, on va lire Comme ensemble. ça, je vais lui offrir Sinon, cela. c'est elle qui vous a présenté. Voilà. C'est elle qui vous a présenté tous ces... Au peuple. Elles sont deux. Christelle et puis Félie et puis On va Jacques. équilibrer tout ça. On va c'est sûr. équilibrer. Merci Vous infiniment. trouverez plein de bonnes recettes dedans. Et puis chaque fois, quel que soit l'endroit où on sera sur la terre pendant les vacances, on va vous appeler pour valider avec les photos menus. que votre WhatsApp soit vraiment ouvert. Amen. Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, docteur Aka Félix. C'est une fierté de notre pays dans le monde médical. On va poursuivre cette émission, hélas, malgré le bon moment qu'on a passé avec lui maintenant pour l'info, passant justement par la météo et le flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, un temps généralement nuageux sera présent sur les zones du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays avec quelques faibles pluies localisées. Par la suite, le temps y sera partiellement nuageux. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec une intrusion progressive du soleil. Pour les températures de la matinée, notons 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 degrés à Bandoukou, 24 degrés s'affichera dans deux villes, Boaké et Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 24 dans la région du Go, 23 degrés dans la ville de Korogo, 24 à Mans, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés dans trois villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 24 degrés dans le district de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, un temps relativement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays.
Les zones du littoral est, du sud forestier et de l'est du pays pourraient être intéressées par des passages de nuages accompagnés de pluies localisées en milieu ou en fin de période. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les températures de l'après-midi, on aura 30 degrés à Abidjan ainsi que dans la ville d'Adiaké. La ville de Bandoukou affichera 33 degrés, 31 degrés à Boaké ainsi que dans la ville de Daloa, 34 à Dimbokro, 32 degrés dans la région du Go, 34 degrés dans la région du Poro, 32 degrés dans la ville de Mans, 34 à Odiéné, 30 degrés dans 4 villes, San Pedro, Sassandra, Tabou et enfin Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, demeurant prudents en cette saison pluvieuse. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau point complet de l'actualité. Un décret sera pris pour proroger la date d'expiration des cartes nationales d'identité des Ivoiriens, dont les cartes sont arrivées à expiration. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré, lors de la conférence de presse qu'il a animée après le Conseil des ministres d'hier au palais présidentiel au plateau. D'autres sujets ont été abordés lors de ce conseil. Awa Touré. L'adoption en Côte d'Ivoire est réglementée par une loi de 1964. Pour une meilleure protection de l'enfant, le Conseil des ministres ce mercredi 26 juin, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la réorganisation de ce dispositif. Le présent projet de loi modifie la procédure actuelle d'adoption en vue de garantir suffisamment les intérêts de l'enfant adopté et de le protéger davantage contre toute forme d'exploitation et de traite des enfants. Ainsi, ce projet de loi met l'accent sur la réalité du consentement des parents et la fiabilité des renseignements socio-professionnels des adoptants, notamment en matière d'adoption internationale. À cet effet, le dispositif prévoit un mécanisme de suivi assuré par une autorité centrale tel qu'exigé par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale en vue d'assurer la régularité des procédures d'adoption. Le renforcement du dispositif sécuritaire, l'aérodrome de Daloa va bientôt abriter une base militaire. Daloa était quand même un siège important pour le dispositif ONUCI lorsqu'il était encore installé en Côte d'Ivoire. Donc nous allons utiliser les infrastructures de ce dispositif ONUCI qui existe par ailleurs. Il y aura une relocalisation de la base aérienne qui existe d'ailleurs à Boaké sur Daloa, dans un environnement qui permet aux différentes opérations d'être déployées rapidement sur tous les différents théâtres nécessaires. Et puis la Côte d'Ivoire va présenter son rapport sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable à New York. Le rapport national souligne la mise en œuvre des ODD de façon générale et spécifiquement les 5 ODD retenus cette année, se rapportant globalement à une éducation de qualité, au plein emploi productif, à la réduction des inégalités entre les pays, à la lutte contre le changement climatique et à la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes. À l'occasion de la présentation de ce rapport, la Côte d'Ivoire fera le point des efforts techniques et financiers engagés par le gouvernement et les progrès économiques et sociaux réalisés par le pays pour atteindre les ODD à l'horizon 2030. La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne va se tenir à Abidjan du 15 au 16 juillet autour du thème « Talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi
et de l'opportunité. Le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, est arrivé hier à Abidjan à sa descente d'avion. Il a été accueilli par son homologue ivoirien en compagnie d'une forte délégation des membres de son gouvernement. En visite de travail et d'amitié de 48 heures, le Premier ministre malien et son homologue ivoirien auront plusieurs séances de travail avec pour objectif de renforcer la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Acteur majeur dans les négociations entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'opposition politique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier les travaux de signature de l'accord portant réforme de la commission électorale indépendante. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. En face d'eux, il y avait également plusieurs responsables de groupements et de partis politiques de l'opposition. L'accord, qui a le mérite de concilier les positions des uns et des autres, devrait permettre la mise en place d'une commission électorale indépendante qui satisfait tout le monde. 343 850 000 francs CFA, c'est le montant alloué à la formation dans le secteur des mines et des carrières par le comité de gestion du fonds de formation minière. Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne d'attribution des bourses au titre de l'année 2019, a salué la présence des opérateurs miniers ainsi que leur implication effective à la mobilisation des ressources du fonds de formation minière. Marine Collian nous en parle. Pour cette année 2019, 343,8 millions de francs CFA sont attribués au fonds de formation minière pour le développement et l'optimisation des ressources humaines du secteur minier. Une hausse comparée aux années précédentes, durant lesquelles 165,5 millions de francs CFA étaient affectés au fonds de 2016 à 2018. Dans ces 343 millions, 35% aillent à la formation et à l'amélioration des compétences de l'administration qui vous sert, 25% pour vous aider à mieux former et à mieux perfectionner ceux qui travaillent pour vous et avec vous. 40% iront à la formation des élèves et étudiants qui vont embrasser la formation dans le domaine des mines et carrières. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le comité de gestion du fonds de formation minière de présenter le point de ses travaux depuis son installation le 25 janvier 2019. Le comité de gestion a tenu 9 sessions dont les réalisations majeures sont les suivantes. L'élaboration d'un projet d'arrêté interministériel, l'élaboration d'un plan de travail annuel, la réalisation de l'état des lieux de la formation avant l'installation du comité, la réalisation du point des contributions à la formation, l'élaboration d'un projet de budget, les formulaires de sélection, grilles de sélection, thématiques. En plus de l'octroi des bourses, les opérateurs miniers et le ministre ont convenu de la création prochaine d'un centre de formation minière pour formater des agents répondant aux attentes réelles des entreprises minières. Les juges américains ont estimé qu'ils ne pouvaient pas agir sans prendre en compte les décisions de la justice française dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Une nouvelle audience prévue le 4 février 2020 à Los Angeles. D'ici là, la justice a interdit à Laetitia Hallyday de transférer les biens de Johnny Hallyday dans un trust américain. C'est Laetitia Hallyday qui avait demandé ce transfert qui est contesté en France. Il fait très chaud en ce moment en Europe. Les fontaines et autres points d'eau ont été pris d'assaut hier un peu partout sur le continent, alors qu'un vent chaud venu tout droit du Sahara a déferlé sur le vieux continent. De nombreuses villes ont battu leur record de chaleur pour un mois de juin. Dans certaines villes en Allemagne, il a fait 38,6 degrés. On termine avec du football, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 en Égypte. L'Égypte qui justement s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale grâce à son succès face à la RD Congo, 2-0. Le Nigeria file également en huitièmes de finale après sa victoire obtenue face à la Guinée. L'Ouganda et le Zimbabwe se sont quittés sur un score nul, un but partout. À suivre ce jeudi, Madagascar, Burundi à 14h30 temps universel, Sénégal, Algérie à 17h et puis Kenya, Tanzanie
à 20h, temps universel. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis Kouchi. Merci Régis, il faut s'excuser pour l'élément relatif au ministre avec la caméra qui bouge. Toutes nos excuses. Le ministre des Mines. Le ministre des Mines, toutes nos excuses pour cet impair. La prochaine fois, on fera en sorte que cela ne se reproduise plus. Toutes nos excuses à monsieur le ministre et à toute son équipe. Alix, la suite. La suite, c'est avec notre chronique développement durable. Cédric Lombardo, notre consultant, est déjà là dans ce studio. Il s'habille de son micro. Même pour l'heure, voilà, on part toujours dans le giron de l'environnement, des énergies renouvelables pour un élément vidéo de l'AFP, les principales énergies renouvelables. Regardez. Les technologies vertes ont changé la façon dont nous produisons l'énergie. Les éoliennes ou l'énergie solaire sont des armes essentielles contre le réchauffement climatique. Contrairement aux énergies conventionnelles comme le charbon ou le pétrole, dont les réserves sont géographiquement concentrées, tous les pays ont au moins une source d'énergie renouvelable, abondante et exploitable. Reste à développer ces technologies et à adapter les réseaux existants à des sources d'énergie décentralisées et intermittentes. Ainsi, sans vent, pas d'électricité. Les batteries qui ont été longtemps un obstacle à l'acheminement de l'énergie se sont améliorées. On sait déjà produire industriellement des batteries de plus en plus endurantes pour véhicules électriques. Prochaine étape dans quelques années pour les piles à combustible à hydrogène. Les logements pourraient être équipés de systèmes de stockage d'énergie couplés à des panneaux solaires de plus en plus puissants. On produit déjà 2 fois plus d'électricité propre que d'électricité nucléaire et la consommation d'électricité verte mondiale a été multipliée par 5 depuis 2000. Les progrès technologiques et la baisse des coûts de production de l'énergie solaire ou éolienne, ainsi que son stockage, ont entraîné une augmentation de la production de l'énergie verte à l'échelle mondiale. Des experts prévoient que la baisse des coûts des voitures électriques, combinée aux énergies renouvelables, pourrait ralentir la demande pétrolière d'ici 2020. Les secteurs de l'énergie et du transport routier représentent environ la moitié de la consommation d'énergie fossile. Cependant, même si la production d'énergie solaire et éolienne continue de croître très rapidement, les scientifiques craignent que cela ne soit pas suffisant pour maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés, l'objectif de la COP21. Retour sur ce plateau avec bien sûr la suite. On va rester dans la sphère, dans la spirale bien sûr de tout ce qui est environnement et développement durable surtout. Dans un instant, nous serons avec Cédric Lombardo. Le thème aujourd'hui, c'est quel transport durable pour la Côte d'Ivoire. Oui, je vois bien déjà des gens se dire, ah, mais est-ce que c'est possible en Côte d'Ivoire? Est-ce que oui, tout est possible. C'est une question de volonté. Le transport urbain est un levier majeur, mesdames et messieurs, de la croissance économique des pays africains, notamment au sud du Sahara. C'est aussi l'un des secteurs les plus polluants, hélas, des émigrants de Cotonou, ou Woro d'Adiaké, ou de Bouna. C'est vrai dans les Baka d'Abidjan, c'est vrai dans tous les pays, plus encore dans nos pays africains. Il y a toujours son quart d'heure où sa journée est polluante. Le secteur est en souffrance. Parc auto vieillissant, il fallait s'y attendre, véhicules en très mauvais état, dégradation des infrastructures, incivisme, on ne le dira jamais assez. Vous savez, la belle politesse légendaire des automobilistes et des conducteurs, pollution, insécurité routière et tutti quanti. Alors, le transport est un enjeu. On ne le dira jamais assez parce qu'on dit que quand le transport va, tout va aussi. C'est très important. Alors, c'est un enjeu primordial pour les villes africaines durables. Alors, il faut résoudre des questions économiques, environnementales, sociales et surtout civique, n'est-ce pas, ma très chère Alice? Bien évidemment, et l'argent, vous en avez, vous savez en parler, bien sûr. La Banque mondiale sait saisir la question. En février 2019, elle a publié son 8e rapport sur la Côte d'Ivoire, à savoir que la route soit bonne, améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Comment relever donc les contraintes majeures qui minent le transport urbain? Comment construire un réseau de transport performant? Quels problèmes à identifier pour quelles solutions à proposer? Quel transport durable pour la Côte d'Ivoire? Monsieur Cédric Lombardo nous présente donc les principaux renseignements de ce rapport-là. On a 2 Lombardo aujourd'hui. On a celui qui est là tout le temps avec nous ce matin. Bonjour. Et à la relève lombardesque qui est tout juste à côté. Là à côté. Alors, première question, Cédric, comment était la route ce matin?
La route ce matin, elle était bonne parce qu'il faut qu'elle soit bonne, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand on vient de Bassam, qu'on arrive sur Abidjan, dès qu'on arrive sur Anani, Adjoufou, etc., on voit que la route dès 6 h du matin est déjà extrêmement animée. Et puis malheureusement, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. On a une 3 voies pour venir de Grand Bassam jusqu'à Abidjan. La voie de gauche, complètement à gauche, vous avez que les camions, les gros bus, les ceci, cela. La voie de droite, si ce n'est pas le marché, ça sera les Baka, les Wuro-Wuro, etc. Donc, vous n'avez qu'une seule voie pour rouler. Et le vrai problème, c'est que la route aujourd'hui n'est pas quelque chose de serein, n'est pas quelque chose de bienveillant, n'est pas quelque chose qui nous fasse plaisir. Ça nous réveille. Ça coule pas de source, toujours. Alors, il existe plusieurs formes de transport que vise le rapport de la Banque mondiale précisément. Alors, il existe plusieurs formes de transport parce qu'on a transport aérien, transport bateau, transport avec les trains et la route. Mais le rapport est essentiellement concentré sur la mobilité urbaine, à savoir comment améliorer le transport dans les villes, puisque c'est vrai que quand on rentre dans une ville comme Abidjan, on a extrêmement de personnes qui sont réunies sur ce même territoire. Et on voit bien que dès qu'il y a un tout petit problème quelque part sur la route, il va y avoir des conséquences sur une longue distance. Et il va y avoir des conséquences pour des milliers de personnes qui sont soit en ralentissement, soit en embouteillage. Et tout cela a un coût social, un coût économique et surtout un coût environnemental. Est-on obligé d'attendre forcément un rapport de la Banque mondiale? Nous-mêmes, Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire de rapport, des enquêtes pour avoir ça. Et puis, quels sont les différents enjeux que ce rapport a décrit? Non, je pense qu'il y a quand même une conscience de la part du gouvernement, j'ai envie de dire, sur les thématiques de transport. On voit beaucoup de petites améliorations, etc. Je pense aussi qu'il y a toujours des petites difficultés par rapport au financement, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour apporter des solutions, ne serait-ce qu'un feu rouge. Un feu rouge est un instrument magique pour être capable de réguler ce flux de véhicules qui va avancer. Mais pour revenir à votre deuxième question sur les enjeux qui ont été soulignés par la Banque mondiale, et j'espère que tout le monde en a largement conscience, surtout les usagers du transport urbain, on vous a préparé 2 petites capsules vidéo. Donc la première qu'on va diffuser est concentrée sur les enjeux économiques et environnementaux. Donc c'est ce qu'on peut lancer tout de suite. Alors on va la lancer. Vous voyez d'ailleurs la belle affiche de notre 3e pont sur la vidéo. Oui. Alors les premiers enjeux, ce sont les enjeux économiques. Alors ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que sur Abidjan, vous allez vous rendre compte que les Abidjanais, dépensent 4,1 milliards de francs CFA par jour. C'est gigantesque. Wow. Ça nous fait par jour. Énorme. Ça fait 1200 milliards. It's huge. It's huge. 1200 milliards de francs CFA par an, 2 milliards d'euros. Vous imaginez un peu la valeur économique de ce lieu. Et en plus de ça, si vous regardez simplement Abidjan, vous avez pratiquement 10 millions de déplacements qui vont avoir lieu par jour. Mais tenez-vous bien, nous passons en moyenne 3 heures par jour dans les transports. 1h30 aller, 1h30 retour. C'est énorme. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent de Yopougon pour venir travailler à Bassam. Pour eux, c'est une catastrophe chaque jour. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque entreprise, automatiquement, la qualité du transport, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant pour 57% de ces entreprises. Parce que on ne sait jamais si le collaborateur va arriver, s'il a eu un accident, etc., etc. Ça, donc, c'était le volet des enjeux économiques. Et nous avons aussi des enjeux environnementaux. Et là, naturellement, vous n'allez pas être surpris. La pollution de l'air augmente de plus en plus à Abidjan. Non seulement parce que nous avons le trafic motorisé, de plus en plus de véhicules, mais bien entendu parce que nous avons des embouteillallages. Et tous ces véhicules à l'arrêt, ils n'avancent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent des gaz à effet de serre, ils polluent. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que l'émission des fameux gaz à effet de serre de CO2 est d'autant plus importante que nous avons un manque d'entretien sur nos véhicules, nous avons un manque de contrôle. Le contrôle technique existe, mais allons-nous jusqu'au bout du contrôle technique? Et naturellement, nous avons des véhicules qui sont vieux, qui sont abîmés et donc qui sont extrêmement polluants. Ça, ce sont nos principaux enjeux que nous avons sur le plan économique et sur le plan environnemental. Et qui parle bien sûr de véhicules endommagés. On va tout de suite dans les garages et le rapport évoque notamment l'impact de nos garages sous les manguiers. Alors absolument, alors vous avez entièrement raison de le dire et vous le soulignez d'autant mieux qu'en fait c'est un des rares points qui n'est pas adressé dans ce rapport. Parce qu'effectivement on parle des automobilistes mais on a 2 préoccupations. Nous avons les garages sous les manguiers comme on dit et parfois il y a des magiciens dans ces garages, il faut le reconnaître. Mais la vérité, on fait comme on peut. Ce sont des magiciens. Mais la vérité aussi. Magicien sous manguier. Magicien sous manguier. Mais la vérité aussi, c'est que malheureusement, quand on regarde nos garages artisanaux, nos magiciens sous les manguiers, on se rend compte où est-ce qu'ils vont jeter les huiles? Où est-ce qu'ils vont jeter, quand ils font une vidange, quand ils font quelque chose, où est-ce que tout cela termine? Cela termine automatiquement sur les sols. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'améliorer un petit peu ces garages sous les manguiers, mais parfois je me pose aussi la même question sur les grands concessionnaires que nous avons. Parce qu'il y a vraiment une stratégie extrêmement importante de gestion des pneus usés, des batteries, des huiles, etc., etc. Donc les garagistes sont ceux qui vont nous aider à avoir les véhicules les moins polluants possibles. Si le portefeuille suit, c'est ça aussi le problème. Oui. Alors, parlons de portefeuille, ça c'est bien beau. Alors, la question à deux sous, c'est comment rendre le transport moins polluant?
Comment rendre le transport moins polluant? Mazette. En fait, c'est affligeant tellement il y a de solutions pour cela. Ah oui. La première chose, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. On se rend compte que quand on est derrière un véhicule, on voit des véhicules qui dégagent des fumées noires gigantesques. Mais ça ne doit pas exister. Un véhicule qui dégage une fumée noire gigantesque, il surconsomme de l'huile, il surconsomme de l'essence, donc il coûte beaucoup plus cher pour la personne qui est au volant de ce véhicule, et du coup, ça pollue pour nous. Après, on peut jouer sur les routes, on peut jouer sur les modes de transport, on a des véhicules électriques, on a tout un ensemble de choses. Donc, il n'y a malheureusement que des solutions à apporter à tout ça, et c'est ça, finalement, qu'il faut véritablement qu'on commence un petit peu à mettre en ordre pour apporter aux populations. Et malheureusement, les populations aussi jouent un rôle sur la pollution du transport. Et tout ceci régulé par un État, qu'est-ce qu'il gagnerait notamment le pays, que gagnerait le pays à améliorer sa mobilité urbaine? Ça va être très simple. Vous avez vu le chiffre 1200 milliards de francs CFA par an, 4,1 milliards de francs CFA par jour. Ça veut dire qu'en fait, le rapport nous dit, mais si on améliore la qualité du transport en Côte d'Ivoire, on va gagner minimum 1% du PIB. Ça veut dire que si on avait 100 francs, l'État a 100 francs, il perd 1 franc chaque jour uniquement à cause de la qualité de son transport. Donc l'amélioration du transport, l'amélioration de la fluidité, ça va nous apporter beaucoup de choses. On dit qu'on a 10 millions d'Ivoiriens, d'Abidjanais qui sont sur les routes chaque jour. Mais s'ils perdent 3 heures, si on peut sauver 2 heures de transport, ça nous fait 20 millions d'heures de travail disponibles. Vous imaginez tout ce qu'on peut produire en 20 millions d'heures de travail. Donc la qualité du transport nous coûte beaucoup et l'améliorer, c'est améliorer l'économie de notre pays. Ensuite, on va parler bien sûr des enjeux. Quel autre enjeu nous présente le rapport? Alors, la deuxième partie des principaux enjeux de son rapport, c'est ce qu'on appelle les enjeux sociaux et surtout nos fameux enjeux civiques. Donc, c'est la deuxième petite capsule vidéo qu'on va vous présenter ce matin. Donc, toujours pour vous présenter le rapport et qui nous sera lancé par la régie. Voilà, ça apparaît à l'écran maintenant. Donc les enjeux sociaux, ce sont forcément les enjeux humains et les enjeux civiques, ce sont naturellement les comportements que nous avons sur le terrain. Alors, directement, pour les enjeux sociaux, qu'est-ce que l'on observe? On observe que vous avez pratiquement 40% des déplacements quotidiens sur Abidjan qui sont faits à pied. Pas parce que c'est un choix, mais parce que nous n'avons pas le choix, justement, parce que c'est imposé, c'est la pauvreté. Et quand vous allez chez les populations les plus vulnérables, 60% des déplacements vont se faire à pied. C'est encore beaucoup de temps, c'est encore beaucoup de fatigue, surtout quand il fait extrêmement chaud. Maintenant, si on regarde ceux qui ont la chance de prendre des véhicules, on se rend compte que 41% des déplacements se font en véhicules individuels, en woro-woro ou bien en baka. Et seulement 6% des transports vont se faire en bus Sotra. Mais si vous comparez avec d'autres villes comme Zurich, 40% des transports se font en transport de masse. Et puis à Paris, 35% des transports se font en transport de masse. Et automatiquement, quand vous avez à la fois des véhicules qui ne sont pas en bon état, des routes qui sont abîmées à cause de certains comportements, vous avez de plus en plus d'accidents. Et vous vous rendez compte que Abidjan est une des villes qui a le plus grand nombre d'accidents par rapport à d'autres comme le Ghana ou comme le Nigeria. Ce à quoi on ne s'attendrait pas. Donc maintenant, en termes d'enjeux civiques, forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez un maximum d'incivilité, si vous avez des irrespects au niveau du code de la route, etc., naturellement, vous avez plus d'accidents, vous avez beaucoup plus de problèmes. Donc ça veut dire qu'en plus, on se retrouve avec des routes qui sont bloquées, pas simplement parce que les véhicules sont là, mais parce que vous avez des gens qui sont sur la route. Je prenais ma route de Grand Bassam, ce matin c'est jeudi, vous allez vous rendre compte que dès que le marché va ouvrir, sur 3 voies, nous allons perdre complètement une voie. Et donc, tous les embouteillages, toutes les conséquences que ça va avoir. Mais en plus de ça, on sait très bien que lorsque vous avez des habitations ou bien des personnes qui s'installent sur les caniveaux, sur les réseaux d'assainissement, qu'est-ce qui va se passer? On bouche les réseaux d'assainissement et là, non seulement la route va se dégrader, mais en plus de ça, quand les pluies vont arriver, des inondations, des glissements de terrain, des maisons qui sont abîmées, des personnes qui sont malheureusement blessées, comme l'an dernier en mai 2018. Ça y est, 2018. Donc, on se rend bien compte que cette fichue question de transport ne nous pose que des problèmes. Et pour une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement la responsabilité de l'État, parce qu'on aime bien appeler la responsabilité de l'État, c'est avant tout notre responsabilité, parce que c'est nous qui sommes sur la route. Mais là où il y a la responsabilité de l'État, il faut avoir le courage de le dire aussi, Cédric, c'est que c'est une volonté. On a la lagune à Abidjan, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir en marchant. Vraiment, je pense que c'est une question de volonté aussi. Moi, déjà, le fait que ce rapport soit fait par la Banque mondiale, ça me gêne. Parce qu'il faut un peu plus de rapports édictés qui sont faits par des gens, par des locaux ici, qui connaissent les réalités, qui savent, par exemple, que chez moi, à Diekabo, pour qu'une femme puisse accoucher, c'est sur un vélo qu'on la transporte. Exactement. Voilà, il faut le transport adapté à nos spécificités. On a parlé de Zurich, de Paris, mais ça s'est fait avec des volontés fortes. Il faut que, c'est bon pour la santé
santé des populations, c'est bon pour l'environnement, c'est bon, c'est tout bénéfique. C'est ça qui est triste. Alors ma question, pourquoi le transport de masse est-il délaissé? Pourquoi le transport de masse Je serais incapable de répondre à cette question, Marcelin, parce que ça m'afflige autant que c'est rare, hein, oui. Rarement que vous soyez sans ressources. Absolument. En fait, moi, je prends un exemple bête. On a la Sotra, comme vous l'avez dit, on a la lagune. On a la chance d'avoir sur Abidjan un magnifique réseau de transport lagunaire. La Sotra, avec ses bateaux, elle avait ses bateaux. Et puis, on voit arriver 2 nouvelles compagnies privées. Alors, normalement, si vous avez 2 nouvelles compagnies privées qui arrivent, c'est qu'il y a effectivement un volant d'affaires, il y a des opportunités économiques. Pourquoi est-ce que la Sotra a mis autant de temps à développer son réseau de bateaux? Ça marche. Et puis après, quand vous arrivez sur les gares lagunaires, vous allez vous rendre compte que vous avez les bateaux des sociétés privées qui sont en opération. Et puis à côté, vous vous rendez compte qu'on a les bateaux de la Sotra qui sont un petit peu en ralentissement. Donc on a véritablement des réponses à apporter. De la même journée, de la même manière, quand on a inventé, moi je me rappelle, le premier Woro, c'était en 1984. On payait 25 francs pour faire Riviera jusqu'à Cocody. J'adorais ça pour me déplacer. Mais si on a fait ça, c'est qu'on n'avait peut-être pas assez de financement pour lancer les transports publics. Aujourd'hui, on a trop de véhicules. Je vous fais un aveu. Moi, j'ai passé mon permis moto à l'âge de 16 ans quand j'étais à Abidjan. Je n'ai passé mon permis voiture qu'à l'âge de 35 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait mes études. 10 années suivantes, et j'étais en Europe, je travaillais, en Angleterre, en France, etc. Je n'ai jamais eu besoin de prendre une voiture, du métro, du bus, etc. Et c'est quand je suis rentré au pays, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille prendre mon permis de conduire, de voiture, parce que la moto, c'est compliqué, même si j'adore rouler en moto, et j'ai pas d'autre choix. J'ai pas autre choix. Si je vais au travail en costume, je vais arriver en sueur, etc. Donc on n'a pas le choix. Et c'est dur pour toutes les populations. Oh, zut, j'aurais bien aimé sourire un peu. Mais là, Marcelin fait bien de toucher du doigt la volonté qui doit être manifeste maintenant, parce que cela y va aussi de l'économie. Plus on faciliterait les moyens d'accès aux différents travailleurs, c'est clair que l'économie s'emporterait bien. Voilà. Cédric, c'est ici qu'on est obligé de s'arrêter. Ça marche, c'est parfait. On a été super heureux, franchement. Franchement, moi je le dis Merci toujours à nos consultants. Vous avez vraiment respecté notre plateau. Vous êtes venus avec votre fougue militante et surtout pour le bon sens, pour tous ceux qui nous regardent. Et je sais qu'ils ont été très, très, très heureux de compter sur votre sagacité, sur vos analyses. Et donc, Alix, Cédric, c'est sa dernière aujourd'hui. Hein? Eh oui, c'est sa dernière pour la saison 2018-2019. C'est vraiment, ça a été un honneur de partager ce plateau-là tous les jeudis avec vous et pour, bien sûr, la lutte pour la préservation de l'environnement. Merci infiniment pour votre contribution. Qu'est-ce que vous retenez de... Moi, du plaisir que j'ai chaque jeudi à être avec vous, du plaisir que j'ai à partager toutes ces informations avec vous, surtout le fait que c'est une des rares antennes qui nous permet de travailler sur tous ces éléments. On a pu présenter énormément de choses. J'espère qu'on a pu sensibiliser des personnes. J'espère qu'on a pu apporter des réponses aussi bien aux populations qu'on a pu stimuler un petit peu le gouvernement. Je pense qu'il faut aussi remercier toutes les personnes qu'on ne voit jamais sur ce plateau, parce que c'est vrai qu'on nous voit tous les trois. Mais pour que ceci soit possible, il y a énormément d'autres personnes derrière en régie qui vont travailler avec nous. Et puis aussi un petit merci naturellement à mes équipes, parce que c'est vrai que moi, quand vous me voyez, je vous délivre quelque chose, mais les pauvres, ils souffrent pour vous le délivrer. La collecte, c'est pas Merci. Exactement. Merci beaucoup. Les échos indépendants que nous avons vraiment montrent que les Ivoiriens apprécient beaucoup le travail que vous faites. Rappelez-vous que Matin Bonheur a été primé du GIFAC. Au GIFAC, oui. Ça veut dire que ce travail, non seulement que vous faites, nous on l'apprécie tous, mais c'est aussi un travail qui est considéré comme extrêmement important par toute la communauté du développement durable de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est moi qui vous remercie. Vous venez demain pour la dernière? Vous êtes invité. Hein, oui, absolument. Je serai là, je serai avec vous depuis Grand Bassam. Non, on a besoin de vous sur le plateau. Vous devez être là avec nous. Vous devez venir, c'est la dernière. On va fermer en beauté cette saison. Après, on referme la boutique et on jette la clé montagne. Pendant qu'il ne faut pas la perdre. Plonger, aller chercher la clé à nouveau. Jette la clé. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. C'est Matin Bonheur qui se poursuit maintenant avec Soro. Féliciter l'Amazone de la matinale qui nous permet donc de basculer maintenant dans une autre dimension. Ce sera la thématique aujourd'hui. Vous savez que nous allons parler donc de la perte d'audition avec le professeur Bouraïma Fatao. Il est professeur titulaire en médecine spécialité ORL et chirurgie cervico-faciale. On se retrouve juste après ça. Et voilà.
voilà, de retour sur le plateau de la matinale pour aborder notre sujet du jour en thématique santé avec le professeur Bouraïma Fatao, professeur titulaire en médecine spécialité ORL et chirurgie cervico-faciale. Il est du CHU de Yopougon. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous nous entendez, vous nous percevez bien? Bien sûr. Super. Sans classe, pas le cordonnier mal chaussé. Mais non, alors, avec vous, nous allons parler bien sûr des causes et facteurs à risque de la perte d'audition. Allez, vous connaissez le pragmatisme, vous avez certainement suivi avant de venir ici. Le pragmatisme, donc des questions claires, simples, que tout le monde puisse comprendre. C'est quoi une perte d'audition, monsieur professeur? Alors, une perte de l'audition, c'est la capacité pour quelqu'un de ne pas pouvoir entendre des stimuli sonores qui, normalement, sont perçus par une personne normale. Stimulus sonore. Qu'est-ce que ça dit? Stimulus sonore, c'est tout ce qui est bruit, tout ce qui est intensité sonore, tout ce qu'on fait pour pouvoir se faire entendre. Voilà. D'accord. C'est ça. Et là, on parle de perte de l'audition. Comment cela se manifeste chez un individu ou un autre? Alors, ça se manifeste de diverses façons. Chez l'enfant, par exemple, la perte de l'audition va se manifester par le fait qu'on sent qu'il y a une modification de comportement. C'est l'enfant, par exemple, qui ne réagit pas à la maison lorsque une casserole tombe et les parents vont s'inquiéter. Un peu plus grand, à l'âge scolaire, ce sont les résultats scolaires qui baissent et on cherche à savoir pourquoi. Et puis on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème de perte d'audition. Et maintenant, quand on devient adulte, on est capable de s'exprimer. Donc on le sait vraiment à travers, par exemple, certains faits de la société. Par exemple, le téléphone. On vous appelle, vous décrochez, vous prenez le téléphone avec l'oreille droite et puis vous demandez à la personne d'augmenter l'intensité de sa voix. La personne ne le fait pas, bon. Automatiquement, instinctivement, vous changez d'oreille. Vous passez à l'oreille droite et puis vous vous rendez compte que vous entendez mieux alors qu'il n'a pas augmenté l'intensité de sa voix. Et quand vous raccrochez, vous dites « Ah, mince, mais ça ne fonctionne pas bien l'autre côté. Il faut que j'aille vérifier. » Voilà. Alors, professeur, le fait que ça ne fonctionne pas bien, comme vous dites, est-ce que ça peut ne pas fonctionner de façon progressive ou bien ça peut être brutal comme ça? Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Alors, ça c'est une très belle question. Alors, il y a des fois, ça vient vraiment progressivement. On ne s'en rend même pas compte. Et surtout quand ça vient, quand ça atteint les deux oreilles. Quand ça atteint les deux oreilles, ben, on ne s'en rend pas compte. C'est par exemple le comportement qu'on a face à l'entourage qui va nous interpeller. Par exemple, le fait qu'on augmente le son de la télévision alors que les autres sont gênés par cette intensité, nous, on n'est pas gênés. Vous voyez un peu? Parce que nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte parce que les deux oreilles sont atteintes de la même façon. Mais quand il y a un décalage, une oreille est plus atteinte que l'autre, automatiquement, on peut se rendre compte par le phénomène que je viens juste de vous expliquer. Voilà. Donc, mais le plus souvent, il arrive également des fois, et ça c'est beaucoup plus grave, où il peut avoir une situation d'urgence. C'est-à-dire que brutalement, la personne peut se retrouver avec une perte d'audition. Ça, il faut tout de suite aller à l'hôpital. D'accord. On a les pertes d'audition, on a les pertes aussi de vue des fois. Alors, parlons des pertes d'audition spécifiquement aujourd'hui. Quand est-ce qu'il faut donner l'alerte? À quel moment il faut donner l'alerte? Alors, il faut donner l'alerte le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des standards? Il y a des standards. Il faut donner l'alerte le plus tôt possible, surtout chez les enfants. Quand un enfant naît, actuellement, la pratique, c'est de détecter tout de suite les pertes d'audition à travers des techniques qui sont en train d'être vulgarisées. Et puis, c'est important que les parents, dès qu'ils soupçonnent qu'il y a une perte d'audition, puissent automatiquement réagir. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, l'enfant n'a pas le langage acquis d'avance. C'est parce qu'il entend que le cerveau va développer le centre du langage. Si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas parler. Vous voyez, malheureusement, des fois, on attend que l'enfant ait l'âge de 4 ans, 5 ans, avant de savoir qu'effectivement, il y a un problème d'audition. En ce moment, il est déjà trop tard. Alors, quand un enfant naît, on essaie de le secouer un peu
pour qu'il puisse émettre des Les sons. examens à Paganel. Alors, comment on fait pour l'audition quand il naît comme ça? Alors, pour l'audition, c'est simple. Nous avons ce qu'on appelle un appareil qui est tout simple, qu'on appelle les auto-émissions acoustiques, maintenant qui est en train d'être vulgarisé. Vous savez qu'il est important que nous puissions, pour le bien-être des populations, effectivement, mettre en place des pratiques qui puissent faire de la prévention. Voilà, donc dès la naissance, il y a des campagnes pour les dépistages de masse qui sont mises en place. Nous avons une collègue, par exemple, professeur Tanon, qui est ORL pédiatre à l'hôpital Mère-Enfant, qui, je crois, pilote bien cette opération et qui passe par la sensibilisation du personnel dans les différents centres de santé où ils auront à leur porter cet appareil dès la naissance. Ça permet d'entendre les premiers cris des cellules qui sont censées capter les sons au niveau de l'oreille interne. Donc ça, c'est déjà un premier palier. Et si on trouve une anomalie, on met cet enfant sous surveillance. Voilà. Et là, c'est en termes de prévention. On va revenir par rapport à la proportion de la population à développer cette perte d'audition. Mais parlons des causes. Qu'est-ce qui cause cette perte d'audition? Alors, les causes sont diverses. D'abord, multiples diverses et diversifiées. Absolument. Alors, on peut ne pas entendre parce qu'on est né avec cet handicap. C'est ce qu'on appelle les surdité, le plus souvent regroupées dans les cas de surdité qui sont génétiques, des surdités qui viennent dans un cadre de malformation, c'est-à-dire que vous êtes né, mais les structures de l'oreille n'ont pas été correctement formées. Donc vous naissez avec une malformation. C'est pour cela justement qu'on fait les bilans prénatales parce que ça permet justement de prévenir toutes ces choses. Il y a des maladies comme la toxoplasmose, la rubéole qui peuvent entraîner ces malformations. Donc vous naissez avec cet handicap. Donc ce sont ces surdités-là qui sont des surdités qui viennent à la naissance, qui peuvent rentrer aussi dans le cadre génétique. Et puis vous avez des surdités qui sont acquises. Une surdité acquise, c'est une surdité que vous avez eue au cours de la vie. Et puis, il y a plusieurs causes pour ça. Les premières causes, c'est surtout les causes infectieuses. C'est-à-dire les personnes qui font des infections de l'oreille, ils vont faire une otite, on ne va pas traiter. Maltraité, ça. Voilà, maltraité, il y aura une perforation du tympan. Après, le processus va évoluer plus loin. Après, c'est également les problèmes d'exposition au bruit. C'est-à-dire que, voilà, soit vous travaillez dans une entreprise où il y a une usine où, par exemple, les machines émettent des sons au-delà d'une certaine intensité. Absolument. Et puis aussi, même des boîtes de nuit. Voilà. Voilà. Donc, serveuse, DJ, propriétaire de boîtes de nuit. Absolument. Et ça, c'est beaucoup plus complexe parce que ça obéit à un processus qui est assez bien codifié. Professeur, question, vous avez parlé tout à l'heure d'oreille interne. Quand on parle d'oreille, le commun des mortels, c'est ce qu'on voit, alors que tout vient de l'intérieur. C'est quoi l'oreille interne? Alors l'oreille interne, c'est la troisième partie de l'oreille qui va faire suite à l'oreille externe et à l'oreille moyenne. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une maison, vous rentrez dans la cour, vous passez dans le salon et puis vous rentrez dans la chambre principale. L'oreille interne, c'est comme la chambre principale. Tout le monde ne rentre pas et on ne laisse pas n'importe quoi rentrer, justement. C'est un lieu assez privilégié. Sacré. Sacré, voilà. Sacré. Alors, parce que les structures qui y sont, justement, dès qu'ils ils ont un problème, c'est souvent irréversible. Ah. Oui. Et l'oreille interne est composée de quoi? De quel organe? L'oreille interne, d'abord, je profite en même temps pour situer un peu le décor. Vous avez l'oreille externe, c'est ce que vous voyez. Vous avez le pavillon de l'oreille. Et puis, vous avez le trou qui est là, le conduit auditif externe. Et après, vous avez l'oreille moyenne, après le tympan. Et après l'oreille moyenne, vous avez maintenant l'oreille interne. Ce sont des cellules très, très sensibles qui captent le son qui est transmis par l'oreille externe et l'oreille moyenne et qui sont dans un liquide. Comprenez-moi bien, ils sont dans un liquide et à ce niveau-là, il est important qu'ils soient dans de bonnes conditions. Je donne un exemple tout simple. Après une longue communication téléphonique au portable... Mais vous travaillez dans un call center. Ou un call center, vous avez souvent l'impression d'avoir comme l'oreille qui chauffe. C'est parce que
les ondes coûtes qui sont émises par ce téléphone vont chauffer les liquides de l'oreille interne. Et du coup, les cellules vont être dans une condition qui ne sont pas normales. Donc, c'est cette impression qu'on a. Et si ça perdure, c'est pour ça qu'il faut éviter les communications trop longues et inutiles. Et parlons toujours de toute la composante de l'oreille et des liquides. On ne peut pas ne pas parler du coton-tige. Ah oui, oui, le fameux coton-tige. Les plumes aussi. Oui, oui, ah, oui. c'est très agréable. Parce que justement, justement. C'est très quoi? C'est très agréable. Oui, très agréable. On va à la rencontre de ce liquide-là, Dieu seul sait pourquoi. Mais là, à ce niveau, je crois que le phénomène des cotons-tiges, il est important d'en parler parce que on a toujours envie de gratter quelque chose, surtout l'oreille. Le professeur me dit que la plume, c'est agréable. Non. Vous avez testé? Vous homologuez ça, professeur? Non, j'arrive. Ça crée une sensation avérée. Vous n'avez jamais fait ça, en espèce? Ça crée une sensation avérée. Bon, je ne peux pas, il faut être honnête. Il est arrivé des fois, quand on était tout petit, on fait comme la grand-mère. Voilà, elle prend la plume, elle met dans la bouche, elle allume bien, et puis elle fait ça, et on voit un peu le plaisir que ça lui procure. Alors le coton-tige... Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ah oui, ça se vit. Non, ça ne doit plus se vivre. Oui. Il faut arrêter de vivre ça. Il faut arrêter de vivre ça. Absolument, oui. Alors, le phénomène du coton-tige, il est tout simple. Lorsque vous nettoyez l'oreille, normalement, il y a une scie qui est produite par des glandes cérémineuses pour protéger en fait la peau du conduit à l'intérieur. Quand vous mettez par exemple votre doigt, vous sentez un liquide un peu huileux. C'est ce qu'on appelle le cérumen. Quand on met, avec le doigt déjà, le doigt on peut sentir, oui, on peut sentir que c'est un peu huileux, voilà. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sentir coûte que coûte? Voilà, ça c'est pour protéger en fait l'oreille. Alors certaines personnes produisent ça énormément. Et puis, on prend le coton-tige, vous voyez au début, quand on sort, il y a un liquide marron dessus. C'est parce que l'oreille est sale, hein. C'est ce cérumen-là. Et quand il est produit abondamment, justement, ce qu'on fait, c'est qu'avec le coton-tige qui est tout gros dans le bout, on pousse et on finit par créer un gros béton au fond. Cette pénétrabilité-là n'est pas bonne pour... Moi, je crois qu'en fait, quand on utilise le coton-tige, il faut l'utiliser, mais avec vraiment mesure. Il ne faut pas trop s'enfoncer. Voilà. Il faut le faire avec mesure. Et donc, on finit par créer... Il ne faut pas aller en profondeur. Il ne faut pas aller en profondeur, parce que vous risquez, vous n'avez pas la vue. Le spécialiste, lui, il nettoie votre oreille, mais avec une lumière, il voit bien. Vous ne voyez pas. Donc, il ne faut pas aller en profondeur, parce que il suffit que quelqu'un veuille passer à côté de vous, bouscule, vous allez perforer le tympan ou blesser le conduit. Il faut éviter. Il faut éviter d'aller en profondeur. Alors, il ne faut pas aussi le faire trop souvent. Parce que justement, on peut le faire quand on se sent gêné. Après un bain, on sent qu'il y a un peu d'eau à côté. Il y a des personnes tatillonnantes, vraiment sur tout ce qui est l'hygiène, tout le temps, le matin, ça Non, justement, plus vous nettoyez, plus le cérumen est produit. Absolument. Voilà, donc ça va bloquer complètement et créer un bouchon. Et ce bouchon-là va vous empêcher d'entendre. Il faut faire avec tact, quoi. Il ne faut pas trop brusquer l'oreille. Il ne faut pas être... C'est pas bon. Alors, quid des personnes, par exemple, qui ont des prédispositions, je ne vais pas dire prédispositions particulières, mais un travail, par exemple, la femme qui travaille dans un call center, qui chaque matin, ou bien l'animateur, ou bien l'animatrice, qui a une oreillette, où chaque fois on parle dans vos oreilles. Oui, mais là, je crois qu'à ce niveau-là, le call center en lui-même, ce n'est pas lui qui a un problème. Lorsque vous travaillez dans un call center, vous êtes obligé d'avoir soit un bouchon d'oreille ou bien un casque. Alors ce casque-là, quand vous le mettez pour une longue période, ça va créer ce qu'on appelle une macération au niveau du conduit. Puisqu'en fait, le conduit, c'est de la peau. C'est fait pour être à l'air libre, pour être aéré. Vous mettez un casque, vous empêchez l'air de passer. Donc la sueur qui s'accumule, etc. Donc ça va créer ce qu'on appelle une macération au niveau du conduit. Donc c'est ça, c'est pour ça que souvent il arrive des fois où quand vous mettez le casque pour une longue période, vous avez cette impression d'avoir l'oreille qui est irritée. Et puis aussi, sur cette base-là, peut par exemple se développer une infection. Voilà, vous voyez un peu. On a mal à la tête, on a ici, on a des... Oui, parce que le casque justement ne doit pas aussi trop serrer. Si c'est trop, c'est sûr que vous ne serez pas à l'aise. Il y a des travailleurs, par exemple, dans des sociétés qui ne mettent pas leur bouchon. Ce n'est pas parce qu'en fait, ils ne sont pas conscients du fait que ça les protège l'oreille. C'est parce qu'ils ne sont
pas à l'aise avec. Soit parce que ce n'est pas adapté, ça coince, ça fait mal, et ils préfèrent l'enlever. Alors, professeur, dites-moi, la question que j'aimerais poser, c'est le niveau de décibels. Est-ce qu'il y a un niveau de décibels? Oui, effectivement. Quand on est enfant, adulte ou... Oui, il y a un niveau de décibels. Vous voyez, les décibels, c'est l'intensité du son. C'est en fait le volume, etc. Alors, cette intensité-là, elle ne doit pas dépasser 85 décibels. Si je parle et que l'intensité de la voix ou bien un bruit qui dépasse 85 décibels parvient à l'oreille, Dieu a créé justement, parfaitement, un processus pour protéger l'oreille interne. C'est pour éviter que ce son aille à l'intérieur de l'oreille pour bousiller les cellules nobles internes qui captent le son. Donc il y a ce qu'on appelle le réflexe tapédien qui est la contraction des muscles pour bloquer ce son. Mais lorsque vous envoyez en permanence des sons, des stimulus sonores, ce processus finit par s'épuiser. Vous travaillez dans un environnement bruyant où le son dépasse 90 décibels. Vous finissez par épuiser ce réflexe de protection de l'oreille interne et ça finit par pénétrer dans l'oreille interne et ça va créer des dégâts. Là, ce sont les facteurs de risque pour oui, bien sûr, la perte de l'audition. Alors, comment protéger justement son oreille ou son appareil? Ça, c'est une très belle question. Parce que si vous avez quelque chose qui vous permet de pouvoir apprécier l'environnement, la musique et tout ça, ben, il faut protéger. Ah oui, entendre des mots doux à l'oreille, ça fait plaisir. Alors, pour protéger d'abord, la première règle, c'est d'abord de pouvoir... lorsque vous avez un petit problème au niveau de l'oreille, allez voir le spécialiste, ou déjà même le médecin. On peut faire un bilan, il faut se faire un petit bilan. À quel âge, à quel moment faire un petit bilan? Oui, on peut dire faire un bilan ORL, c'est un peu trop, c'est à la demande. Déjà même dans nos contextes, c'est difficile de faire même le bilan en général. Donc moi je pense que dès qu'on a un problème ORL, il est important d'aller voir le spécialiste. C'est-à-dire, on peut avoir mal aux oreilles. On a mal aux oreilles, ça présume un peu qu'il y a certainement une infection. Alors il faut aller voir le spécialiste pour qu'on puisse traiter éventuellement une infection qui peut se compliquer si on ne fait rien. Deuxièmement, vous avez un problème d'appréciation des stimulus sonores, des bruits sonores autour de vous. Il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas attendre que ça s'aggrave. Il faut aller voir le spécialiste, que ce soit votre enfant ou vous-même, il faut le faire. Vous êtes un travailleur dans un environnement sonore, bruyant, où les machines crachent du bruit matin, midi et soir, il faut demander des mesures de protection. Ça peut être le port du casque, ça peut être aussi par exemple le bouchon d'oreille. Il faut aussi aller plus loin. Il faut aller plus loin, demander à l'employeur de réglementer un peu les machines. Si les machines elles sont trop vieilles, il faut les changer pour ne pas qu'elles émettent des sons exagérés. Et même aussi, l'État doit participer. Il faut réglementer l'installation, par exemple, des bars, des boîtes de nuit, etc. Instaurer des décibels. On nous a dit que ça existait. Est-ce qu'il y a une législation par rapport aux décibels? Moi, je viens, je mets mes bâches, ça c'est pour une prière ou pour une fête. Bon. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de législation en tant que telle, mais il y a des règles quant à l'installation, par exemple, des usines. Voilà. Voilà, les usines. Pourquoi il y a des zones industrielles? C'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a des zones... Il y a des zones industrielles. Mais malheureusement, vous savez, avec l'urbanisme, c'est plutôt les habitants même qui viennent qui vont trouver la zone industrielle. Ou l'inverse. Ou l'inverse, mais là, c'est une façon frauduleuse. Vous savez, on est des humains. Qui viennent dans des quartiers résidentiels. C'est ça. Alors, parlons du troisième âge maintenant. On a trop souvent tendance à dire que quand les personnes avancent son âge, l'audition diminue. C'est vrai, c'est un mythe. Ça, c'est une réalité. Ça part du fait que l'oreille que nous avons, j'ai parlé tantôt des cellules nobles qui sont dans l'oreille interne, ce sont des cellules qu'on ne peut pas renouveler. Les cellules, à partir de l'âge de 20 ans, meurent. Ils meurent chaque jour, il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez en âge, votre audition physiologiquement baisse. C'est comme la vue.
C'est comme votre vigueur physiologiquement baisse. Eh bien, arrivé à un certain âge, c'est normal que vous ayez une audition qui soit plus faible que l'audition d'un adolescent. Voilà, c'est ce qu'on appelle, dans notre thème scientifique, la presbyacousie. C'est-à-dire que c'est la baisse physiologique de l'audition en rapport avec l'âge. Et ça se passe symétriquement sur les deux oreilles. Voilà, on dit toujours à la grand-mère ou au grand-père, il faut parler plus fort. Il faut parler plus fort. Il faut s'approcher pour... Il faut s'approcher pour parler. Voilà. Alors, il y a des idées reçues. Quand l'eau rentre dans les oreilles, quand on se lave, il faut faire ressortir l'eau, vous ramener, tout ça. Ou des fois, il y a certaines personnes même qui font exprès de mettre de l'eau. Alors, quels sont les rapports qu'on doit avoir avec l'eau par rapport à nos oreilles? Alors, les rapports qu'il faut avoir avec l'eau, c'est pas natation, plongée sous-marine. Normalement, l'oreille doit être étanche. Si elle n'est pas étanche, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est bien étanche parce qu'en fait, il y a le tympan qui empêche l'eau de passer dans les structures moyennes. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Comment se comporter par rapport à nos oreilles, par rapport à l'eau? Alors, quand vous vous lavez, quand on va à la piscine, quand on a nos enfants qu'on fait laver, le bain, quand on est en position, les positions diffèrent parce que quand on prend une douche, par rapport à quand on est dans le bain. Oui, voilà. Je crois que normalement, on n'a pas besoin de prendre de mesures. Mais lorsque vous avez un handicap au niveau de l'oreille, c'est important de prendre des mesures. Par exemple, vous avez une infection de l'oreille. On ne va pas vous conseiller d'aller nager. Parce que déjà, vous allez encore irriter l'oreille. Il y a l'eau qui rentre. Et l'eau, la piscine dans laquelle vous baignez n'est pas une piscine qui est hyper propre. Voilà. Le bain du bébé, on peut laver le bébé correctement. Il n'y a pas de souci. Il y a des mamans, des tantines qui lavent qui ont une tactique les oreilles. Non, mais justement, il ne faut pas s'acharner à ce niveau. On voit l'enfant, on va nettoyer partout, on prend chaque jour les cotons-tiges. Une fois qu'on a nettoyé l'entrée, ça suffit. Si c'est sale, ben, l'enfant aura l'occasion d'aller voir un spécialiste qui va juger bon et qui fera certainement un lavage dans les normes, avec la température qu'il faut, parce qu'il ne faut pas laver l'oreille avec n'importe quelle eau et n'importe quelle température. Et ne pas le faire à la maison, même si... non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire du tout. L'eau oxygénée, généralement, c'est ce qu'on utilise. L'eau oxygénée, je vous assure, c'est cette ambiance de bouillie que ça donne, mais sincèrement... C'est pas homologué. Il ne faut pas le faire sans merci infiniment, professeur Bouraïma Fatao, professeur titulaire en médecine, et puis à la spécialité ORL et à la clinique au CHU de Yopougon, et il est spécialisé donc en chirurgie cervico-faciale. Merci, vous êtes le dernier invité santé de l'année 2000. C'est sûr qu'on va entendre beaucoup parler de... Merci infiniment. Un agréable plaisir. On a commencé, on termine par l'oreille. Ça veut dire qu'on a tout entendu, on a tout dit également. On espère que tout a été assimilé. Parce que quand on entend bien, comme vous l'avez dit, on peut bien parler. Merci infiniment. C'est agréable, avec la bonne musique. Mais il y a des décibels à respecter. Bien sûr. 85. Vous nous avez entendu? Bien professeur, sûr, je vous ai bien entendu. Un cordonnier doit être bien chaussé. Exactement, et on espère aussi à la maison que vous avez bien entendu et que toutes ces informations-là vous seront utiles pour demain déjà, pour nous suivre et pour toute votre vie, pourquoi pas. On se voit demain, vous savez pourquoi, la dernière de la saison. Merci.